Bienvenue sur ce podcast. Je suis Audrey, ton hôte, maman et femme césarisée et fondatrice de la start-up Wounded Women, le partenaire clé des femmes et de leurs cicatrices, dont la toute première lingerie innovante dédiée aux cicatrices du ventre. Dans ce podcast, nous parlerons donc de cicatrices, de femmes et de parcours inspirants et bien sûr de résilience. Je reçois aussi des experts et des professionnels de santé qui viennent nous partager leurs expériences et leurs conseils. Alors si tu as une cicatrice, qu'elle soit visible ou invisible, que le quotidien n'est pas évident tous les jours, que tu cherches des conseils, des réponses, alors tu es au bon endroit. Si tu veux rencontrer d'autres femmes dans des événements extraordinaires, qui ont la même cicatrice que toi, que tu veux du fun, que tu veux avancer, alors retrouve-nous aussi sur Wounded Women officiel, sur nos réseaux Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et sur notre site internet bien évidemment. Tu pourras aussi retrouver la lingerie www.woundedwomen.fr. Bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui dans le podcast, nous écoutons et je reçois avec un immense bonheur Alexandra. Alexandra est une femme d'un courage exceptionnel, on l'est toutes et toutes les femmes que je croise depuis que j'ai créé Wounded Women ont un courage incroyable. Mais voilà, c'est un épisode un peu dur, mais qui est très doux et qu'il est important et urgent d'écouter. Parce qu'Alexandra est condamnée et qu'il ne lui reste que quelques semaines, mois à vivre, et pourtant, elle a une douceur et une force incroyables. J'aurais aimé que vous puissiez la voir dans son joli pull rose, toute pimpante et jolie, alors qu'elle n'a plus de cheveux. Et elle se bat chaque jour pour améliorer la relation patient et soignant qui lui tient tant à cœur puisqu'elle est infirmière. Même si elle ne peut plus travailler depuis 5 ans du fait de sa maladie et du cancer qui la ronge. Je sais que c'est un épisode qui peut faire peur, mais il est extrêmement doux. Il faut l'écouter, il faut pouvoir soutenir Alexandra et je pense que tous ses proches seront heureux de pouvoir l'entendre ici, à la fois parler de son parcours personnel, de son corps, mais aussi justement de ce combat qu'elle mène et ce jusqu'au plus haut sommet de l'État, puisqu'elle a pu être reçue par notre ministre de la Santé pour parler de ces sujets, de relations patients-soignants et des budgets alloués pour améliorer la vie des patients et des soignants à l'hôpital. Alors merci d'écouter Alexandra, merci d'écouter jusqu'au bout cet épisode et je vous laisse tout de suite en compagnie d'Alexandra. Hello Alexandra, bienvenue sur le podcast Wounded Women, la voix des femmes résilientes. Bonjour Audrey, ça me fait très plaisir d'être là. Merci beaucoup pour ton temps parce que je sais que tu as un quotidien qui est difficile et que tu es très fatiguée. Et du coup, voilà, je te remercie beaucoup de prendre le temps. Est-ce que tu veux bien nous dire, du coup, comme tu sais qu'on parle souvent du fait qu'il n'y a pas de cicatrice sans super-héroïne sur Wonder Woman, est-ce que tu veux bien nous dire quelles sont tes cicatrices et d'où elles viennent et de quelles cicatrices tu veux nous parler aujourd'hui? Merci Audrey de me donner ce temps de parole. Donc moi, c'est Alexandra. Je me considère toujours comme infirmière, même si ça fait 5 ans que j'exerce plus, mais j'ai travaillé pendant plus de 15 ans à Necker, dans un service qui est assez connu. Je peux citer son nom parce qu'en fait, on connaît tous maintenant Monsieur Fischer, puisqu'il a participé à la campagne de vaccination de la pandémie qu'on vient tous de subir. C'était un service fort, un service grand, avec une renommée mondiale où on s'occupait de patients, de tout petits patients qui avaient des problèmes d'immunité, et qui devaient subir des greffes de moelle osseuse très, très tôt. Et en fait, parallèlement à ça, moi, heu, depuis très longtemps, j'avais des symptômes qui ont fait que ma vie a changé de trajectoire. J'avais entrepris des études longues, j'avais plein d'idées dans la tête. En fait, mon corps m'a fait comprendre très vite que je pourrais probablement pas aller jusqu'à tout ça. Donc des cicatrices, j'en ai beaucoup. On va pas faire le tour de toutes aujourd'hui, mais si je dois faire un petit résumé, j'ai eu plus d'une dizaine d'interventions au niveau du ventre avec, notamment 2 énormes laparos qui vont du sternum, jusqu'au pubis. Donc c'est vraiment, être ouvert en 2 Mmh. et disons que
l'aspect, c'est vraiment la fermeture éclair en elle-même parce que c'était Mm. des agrafes, parce que bah, voilà, je fais des allergies à certains fils, donc D'accord. c'est pas forcément le plus esthétique et c'est pas forcément le truc le plus simple à accepter quand tu te réveilles avec tout ça. Mm. J'ai eu ces interventions-là dans un contexte de maladie génétique, chronique, compliquée, avec des choses qui s'étaient jamais vues et donc du coup, avec des retards de prise en charge qui ont entraîné d'autres interventions. Enfin, ça a été un peu la course contre la montre pour essayer de rattraper les choses, ce qu'on a réussi au bout d'un moment à établir. Et malheureusement, j'ai dû passer par la case de l'iléostomie. Donc ça, c'est la poche à caca. Iléo, ça veut dire que c'est une poche, une ouverture intestinale qui se trouve très très haute au niveau du parcours intestinal, ce qui fait que les selles qui sortent dans cette poche sont très liquides. Donc c'est une cicatrice qui est, en fait, c'est une plaie béante qui reste ouverte pour certaines toute leur vie. Moi, j'ai eu la chance que ce soit le cas que pendant 10 mois. Ça peut être un endroit qui fait mal parce que ça s'irrite facilement. On est obligé de changer les poches très régulièrement et du coup, le pourtour autour est toujours un petit peu irrité, un peu sensible. Et surtout, j'ai eu la malheureuse surprise de comprendre comment ça allait se passer quand on allait la refermer. Parce qu'on s'imagine que quand on a fait un trou, ben, il suffit de le refermer, de faire des points de suture et voilà, on n'en parle plus. Et en fait, bah, une stomie, c'est plus compliqué parce que comme c'est ouvert très longtemps, c'est une zone intestinale, donc avec plein de microbes. Et donc, en fait, on laisse la nature faire. Donc, c'est ton corps qui, petit à petit, va refermer le trou qu'on a ouvert. Euh, c'est c'est pas visuellement sympathique non plus à voir, c'est douloureux, c'est long et surtout ça laisse une cicatrice qui est pas jolie du tout, qui peut être fixe. euh, C'est-à-dire que du coup ton ventre perd beaucoup de souplesse à Mm. un certain endroit. euh, Il peut même lui donner un aspect bah, qui est pas jolie parce que je te parle de ça, j'avais à peine 30 ans, donc on est dans la fleur de l'âge où on a envie de se sentir encore tout à fait désirable et de pouvoir s'exposer à la plage, enfin voilà, montrer son ventre. C'est vrai que tout ça, moi, ça m'a vraiment changé mon rapport au corps euh, assez vite parce que les traces qui sont restées vraiment très marquées au départ. Mm. Je souligne bien au départ parce qu'en fait, heu, avec le temps, les choses s'atténuent et aussi, on finit par accepter tout ça. Donc, c'est ceux qui passent par là, à ce moment-là précis, je sais que c'est dur, mais le temps fait bien les choses. C'est une phrase assez bateau, mais en vérité, pour bien, bien des plaies, qu'elles soient psychiques ou physiques, ça marche vraiment. Ah ouais, je suis d'accord. Hem, Et je voulais juste dire aussi que toi, tu l'as eu pendant 10 mois. Il y a aussi des femmes qui l'ont sur une période plus courte. oui, Je pense que toi, tu as aussi eu beaucoup d'adhérence. oui. Et forcément, bah, tant que la poche est là, tu peux rien faire en fait pour empêcher ces adhérences. J'imagine que c'est assez limité. Donc ça accentue aussi, j'imagine, ton vécu vis-à-vis de ta stomie. C'est que, bon, bah forcément, 10 mois, c'est presque un an, c'est énorme. Enfin, en termes Ouais, de corps. c'est surtout qu'on m'avait promis que j'en aurais pas et que quand tu te réveilles et que tu sens ça sur ton ventre, bon, tout de suite, c'est compliqué, il faut l'accepter, mais il faut pas y passer non plus 3000 ans parce que, ben, faut vivre avec et le plus important, c'est de vivre. Donc, en fait, j'ai toujours essayé à chaque fois de traverser toutes ces épreuves-là en essayant d'y laisser le moins de plumes possible, en me disant qu'il y avait forcément un côté positif à tirer de la chose. Et je pense que ce qui m'aidait, c'était surtout d'avoir été soignante et d'avoir été soignante en pédiatrie, d'avoir rencontré des petits patients avec des maladies très lourdes, qui avaient un courage et une force hem, qui m'ont inspirée, en fait, tout au long de mon parcours à moi. Parce que quand je baissais les bras, je pensais à eux et je me disais: «Mais tu peux pas, en fait, tu peux pas, toi, te braquer sur ça alors que eux ils ont vécu, des choses à un âge, où, en fait, seule l'innocence et le rire et la joie auraient dû être là et sûrement pas des gestes, douloureux tels que ce que nous on a subi». Et du coup, ça m'a donné le je pense que c'est de là, en fait, où vient ma capacité,
de surmonter un peu tout ça. Les adhérences, elles ont été compliquées parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'interventions et on sait que plus on vient toucher à l'abdomen et plus Bah on ouais. va faire des cicatrices. Et du coup, chaque nouvelle intervention apportait les nouvelles adhérences, apportait de nouvelles sensations douloureuses. Et donc, je dirais, parce que pour essayer de garder le lien, c'est très important tout de suite hem, d'arriver à se regarder, même si c'est compliqué. Ouais. Mais parce que pour avancer, il faut se regarder parce qu'après, il va falloir aussi très vite se toucher, essayer de masser ces endroits qui sont durs, qui sont Mmh. figés, qui Mmh. sont fixes. Heu, Si on veut qu'elles gagnent vite en souplesse et qu'elles puissent, être, les moins impactantes et les moins invalidantes dans le reste de notre vie, il faut, essayer d'avoir cette rapidité et je sais que sur la première intervention, je l'ai pas eu, hem et je sais que c'était dommage parce qu'en fait, c'est des choses qu'on n'arrive pas trop à récupérer avec le temps. Aujourd'hui, les techniques s'améliorent, hein, les kinés ont beaucoup progressé sur ça. On a des crèmes hydratantes qui sont aussi, extrêmement performantes et qui permettent d'assouplir des cicatrices, et surtout de pouvoir les utiliser très, très tôt, en post-opératoire, ce qu'on ne faisait pas avant parce qu'on voulait un temps de cicatrisation, et en fait, ce temps-là, eh ben, on se rend compte que si on l'utilise tout de suite à mobiliser, à essayer de sensibiliser, de toucher les zones qui ont été, ouvertes, recousues, traumatisées, ben, en fait, on gagne énormément pour la suite et je crois que c'est important de le dire parce que, ben, peut-être qu'il y a des femmes qui passeront que par une seule chirurgie et je leur souhaite. Je souhaite même qu'elles en aient aucune, mais Oui. si elles doivent en avoir une, les bons gestes et les bons réflexes, c'est de malheureusement, c'est d'essayer de se faire un peu mal, d'affronter ce qu'on a peur de regarder. L'acceptation, elle viendra après. C'est 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 pas parce qu'on regarde et parce qu'on arrive à toucher qu'on accepte que c'est là et que ça restera là. Mais par contre, il faut vraiment se faire violence et se dire que pour mon bien et pour, hem, que je m'accepte plus facilement, il faut que je fasse ces massages, il faut que j'arrive à appréhender ces nouvelles cicatrices. Du coup, je suis allée en médecine, j'ai fait 4 années de médecine, mais en fait, c'était trop lourd, le rythme plus, tous les symptômes que j'avais, c'était trop compliqué et en fait, j'ai eu une errance médicale, qui a aussi, fait que je j'avançais pas parce que je savais pas ce que j'avais et que, c'est compliqué d'avoir des symptômes aussi impactants dans ton quotidien sans avoir un nom à mettre dessus et sans avoir une équipe médicale qui est capable, de venir t'expliquer pourquoi tu ressens ça et qu'est-ce qui se passe. Et en fait, si j'ai eu autant de cicatrices, et si je viens aujourd'hui parler un peu de tout ça, c'est parce que ce retard de prise en charge, hem, il a eu un impact très, très important au niveau de mon abdomen. J'ai une maladie qui est génétique, orpheline, extrêmement rare, qui bénéficie aujourd'hui, 18 ans plus tard, d'une meilleure prise en charge, qui n'est pas soignable, mais qui permet aujourd'hui d'avoir des traitements qui traitent mieux les symptômes et donc les gens ont une meilleure qualité de vie. Malheureusement, moi, j'ai pas réussi à en bénéficier, même si j'ai reçu un petit peu ces traitements-là, mais j'ai pas répondu à cette ma à cette thérapeutique et ma maladie, elle est rare et en plus, elle a une forme extrêmement atypique chez moi. C'est-à-dire que, c'est une maladie du sang, c'est une maladie de la moelle osseuse, c'est une mutation, d'une cellule souche. Donc en fait, je fais très vite, mais la cellule souche, en fait, elle s'appelle souche parce qu'elle peut devenir, tout et n'importe quoi. C'est la cellule qui peut, devenir un globule blanc, qui peut devenir une plaquette, qui peut devenir un globule rouge. Si cette cellule-là, de base, est mutée, vous imaginez bien que toutes les cellules qui vont découler de celle-ci seront aussi elles-mêmes mutées et donc on va impacter sur les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes et donc en fait, cette maladie, en général, elle entraîne des symptômes, de douleur abdominale, heu, qui peuvent être importantes, mais qui chez moi étaient, au-delà de l'important, Oui, c'était c'est ce que j'allais te invalidant, demander, c'était, est-ce que tu peux donner le nom de la maladie et est-ce que ouais, tu peux nous expliquer un peu concrètement tes symptômes? Parce que peut-être que des femmes écouteront cet épisode et bien ne savent sûr, pas que leurs symptômes peuvent être liés potentiellement à cette maladie. ouais.
Alors, c'est une hémoglobinurie paroxystique nocturne avec une aplasie médulaire et une suspicion de POAC. Alors, celle que je viens de vous décrire, c'est vraiment la première partie, hémoglobinurie paroxystique nocturne, qu'on résume en général par Initial? enfin, on dit HPN, Ouais. voilà, ces initiales. L'aplasie médulaire, c'est un petit plus qui n'est pas franchement cool, mais qui fait que non seulement la cellule dans la moelle osseuse qui doit travailler n'est pas bien, mais en plus, la moelle osseuse est pauvre. Donc, en fait, on produit des mauvaises cellules et on n'en produit pas assez. Ah oui. Donc, c'est ça qui est compliqué. Et la suspicion de POAC est venue parce que la maladie fait des crises d'hémolyse et les crises d'hémolyse, c'est des destructions de globules rouges. Ça peut entraîner des douleurs abdominales extrêmement importantes, mais qui normalement répondent assez facilement à des traitements type morphine. On est obligé de taper assez fort parce que c'est des douleurs fortes. Et donc moi, c'est ce que j'ai décrit au départ quand j'ai rencontré le spécialiste après 8 ans d'errance de diagnostic. Donc lui m'a dit bah, clairement, tes douleurs, c'est ça. Et en fait, on n'a pas été au-delà parce que moi, j'ai cru que j'allais être pris en charge par l'équipe qui connaissait cette maladie et j'allais répondre au traitement. Et en fait, ça n'a pas été le cas du tout. Mes douleurs abdos sont devenues de plus en plus invalidantes au point que ça pouvait me prendre n'importe où. Ça me clouait 2 à 4 heures dans les toilettes à me, à me déshabiller tellement j'étais en sueur, à me Ah mettre oui. par terre sur le carrelage et ensuite à être frigorifiée parce que c'est les sueurs froides, enfin, des douleurs vraiment, vraiment monstrueuses. De toute manière, quand vous avez ce genre de choses, il faut aller chercher de l'aide, il faut aller aux urgences, moi, j'ai vu beaucoup de médecins me disaient qu'ils ne trouvaient pas. J'ai jamais lâché l'affaire parce que ce que je ressentais, je savais que c'était pas normal et que ça pouvait pas être que psychologique. J'ai été voir un psy parce que souvent quand les médecins trouvent pas, c'est ce qu'ils vous disent. C'est pas grave. En fait, il faut jamais lâcher, il faut croire en vous, il faut écouter ce que votre corps vous dit, il faut aller jusqu'au bout. Et donc en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que mon ventre était tellement impacté par la maladie, en fait, crée aussi des thromboses. Les plaquettes fonctionnent mal et du coup, elles s'agglutinent les unes aux autres, elles font des caillots. Et en fait, ce qui me faisait mal à moi, c'était ça. C'était pas vraiment les crises d'hémolyse, c'était des caillots qui se faisaient partout, qui bouchaient des vaisseaux, même parfois des micro-vaisseaux, mais qui empêchaient la circulation et donc l'alimentation en oxygène et en nutriments vitaux pour toutes les cellules de mon intestin, de mon estomac, tout ce qui fait le tube digestif, en fait. Et quand on a commencé à comprendre ce qui se passait, c'était trop tard. Les dégâts étaient tellement importants qu'on a été obligé d'opérer une première fois en pensant que c'était bon, puis une deuxième fois, puis et quand je dis que aujourd'hui c'est mieux, c'est parce qu'en fait j'ai récupéré, je peux boire, je peux avaler des aliments et je peux aller aux toilettes. Le trajet se fait comme tout le monde. La seule chose, c'est que je peux pas vivre de ce que je mange ou ce que je bois. C'est pour ça que je porte un cathéter sur la poitrine parce qu'en fait, la seule alimentation qui me garantit l'énergie, un poids stable et tout ce dont mon corps a besoin, c'est une alimentation qu'on me donne la nuit par voie veineuse parce que mon ventre, lui, il n'a jamais récupéré. Et en fait, c'est d'autant plus compliqué d'accepter ces cicatrices, c'est que elles sont là parce qu'elles ont été porteuses d'espoir un certain temps, parce que moi j'ai cru qu'en faisant tout ça, j'allais pouvoir récupérer un semblant de vie normale et que j'allais pouvoir récupérer ouais, une vie normale en fait. Aujourd'hui, ça fait 12 ans que je suis reliée à un pied à perf tous les jours pour avoir cette alimentation. Heu et quand je parle de POAC, c'est une maladie qui est aussi très rare et qui a une fâcheuse tendance à paralyser les intestins et en fait, on pense que j'ai dû avoir aussi un peu des 2. Ça s'appelle POAC pour, pseudo-occlusion intestinale Ah oui. chronique. Mmh. Hem, c'est des moments où ton intestin, en fait, se fige et du Mmh. coup bloque et parfois se tord sur lui-même
nécrose et en fait, on n'a pas d'autre choix que d'ouvrir, d'aller enlever la partie qui est abîmée et de refermer et en fait, c'est comme les maladies de Crohn ou comme en fait, on ne fait que, venir, enlever ce qui, est abîmé mais au final, à un moment donné, il finit par ne rester quasiment plus rien donc tu es obligée d'être dépendante de ces machines, de ces poches d'alimentation, ça t'impose un rythme, au quotidien qui est pas Ouais. négligeable. J'ai travaillé avec tout ça, hein, ça m'a pas empêché de continuer de travailler, mais c'est vrai que ça a radicalement changé ma vie. Et Heu, justement, par rapport à ton rythme de vie, c'est que donc tu faisais ces études, tu avais ces symptômes et au final, donc tu as été diagnostiquée. C'est là que du coup, tu es partie plus sur l'infirmière, non, c'est ça? j'ai bifurqué avant d'avoir le diagnostic parce que je sentais que j'aurais pas la capacité de faire, encore 6 ou 8 années de plus pour pouvoir travailler. Je me suis dit que ce que j'avais fait là me permettait d'être infirmière, me permettait d'avoir une activité professionnelle et un revenu tout de suite. Ça me permettait d'avoir un lien, avec ce que j'aimais quand même, c'est-à-dire, le relationnel avec, le malade, avec, son entourage, et au final, en étant infirmière, je me suis éclatée parce que j'étais au plus près du malade et je pense Mmh. que je l'étais bien plus que si j'avais été, médecin. Mais, ça ça a beaucoup impacté ma relation soignant-soigné, dans mon parcours de soins à moi et dans ma façon de travailler parce que ça m'a donné un regard, Bah, ouais. très différent, Et tu des 2 côtés, en fait. Ouais, et c'est souvent ce que disent, les femmes, que, bah, j'ai eu la chance comme toi, de recevoir sur le podcast, qui ont été, bah, aussi patientes, mais qui sont, bah, infirmières, 2 infirmières, 2 infirmières et c'était pareil que toi. C'est-à-dire qu'elles disent, «Ça change aussi ma façon de voir le patient et ma façon de travailler». Et du coup, combien de temps tu as pu travailler en tant qu'infirmière, du coup, à Necker, avant que alors soit cette maladie, soit le reste, parce que tu as pas fini de nous expliquer aussi, Ouais, ben, ce qui t'arrive. hem, Combien de temps tu as pu j'ai travailler? j'ai j'ai travaillé 8 ans, avec des périodes où j'ai dû m'arrêter, parce que quand on a des chirurgies lourdes, quand tu as une grosse laparo comme ça, Bah oui, bien sûr. plus une Surtout que tu es mise en beaucoup place de debout. parentéral et tout ça, ça demande beaucoup de temps Oui, surtout et qu'en tant qu'infirmière, tu es beaucoup debout, tu dois soulever tes petits patients, tu portes du matériel, donc de toute façon, avec ouais les et barreaux, puis c'est un service, de réa immuno-hémato si tu veux, ouais, c'est ça. je il y a plein de fois où j'avais pas le temps de faire pipi, ni même, d'avaler une gorgée d'eau parce qu'en fait, Bah, bien c'est sûr. Mmh. des services où ça bouge, non-stop et où quand la technique, te laisse un peu de temps, bah, en fait, le relationnel prend le relais parce que les parents, bah, ils vivent leur pire cauchemar, quand tu Ouais, prends un petit bout de moins d'1 an à qui on essaye d'offrir une vie, mais qui se trouve entre la vie et la mort, ben, j'étais là aussi pour écouter, et en fait, dès que je mettais la blouse et que je passais au vestiaire, tout mon côté, toute ma souffrance à moi et tout mon côté, douloureux, c'était c'était assez, bizarre en fait cette dissociation, mais je je ressentais mais plus rien ouais, chez moi ouais. parce que j'étais complètement dévouée à ce pourquoi j'étais là, en fait et Ah, bizarrement 12 heures après, quand je remettais ma blouse tu dans m'émeus. le vestiaire et que je sortais du vestiaire, d'un seul coup, j'avais l'impression d'avoir 15 kilos qui me tombaient dessus parce que, je re-rentrais dans mon corps qui, lui, était fatigué par ce qu'il venait de vivre alors que j'avais fait mes 12 heures, enfin, je crois que mes collègues ont mis, 10 ans avant de savoir que j'étais malade à ce point-là. Non pas parce que c'était une honte et que j'avais envie de le cacher, mais juste pour que justement il y ait pas de conflit d'intérêts ou qu'on considère pas que ce que je fasse soit uniquement dû à ce que je vivais dehors. J'étais Ah juste, oui, ta heu manière de traiter les patients, tu veux dire? Ouais. Mmh. ouais, après c'est sûr que, hem, j'ai travaillé avant d'avoir mon diagnostic donc je me suis rendu compte que finalement ma façon de travailler n'a pas radicalement changé, quand, j'ai vraiment compris que j'avais une maladie grave, et qui ressemblait beaucoup aux maladies des patients que je soignais bizarrement. Hem, je suis comme ça en fait. La maladie n'a fait que renforcer le truc et vraiment, elle m'a des fois donné des ailes pour un peu, foutre un coup de pied dans le poulailler et dire aux médecins,
ou à certains de mes collègues, mais tu te rends pas compte de ce que là, les parents sont en train de traverser ou de ce que l'enfant oui, l'enfant, il m'a fait une crise pour juste un pansement que je devais décoller alors que, il a subi, je sais pas combien de chimio et Ah ci et ouais. ça. Mmh. Je dis: «Bah ouais, mais en fait, bah, ce pansement-là, de décoller ce pansement-là, c'était le pansement de trop, Mmh. Ouais. c'était la douleur de trop, en fait» Ouais, ouais. et j'ai mis du temps à le faire comprendre à ces gens-là, alors que bizarrement, quand tu le vis, c'est tellement logique. En fait, plus les soignants ont tendance à croire que plus on est confronté aux soins, plus on s'adapte et plus On c'est simple. s'habitue. Ouais, En ouais. vérité, plus tu es confronté à la douleur, moins elle devient facile à appréhender, à gérer et ton curseur, change complètement de place. Alors bien sûr, le corps, moi je pars du principe que le corps et la vie, hem, sont capables de s'adapter à tout pour survivre et c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. C'est juste que j'ai envie d'être vivante, j'ai envie de vivre malgré tout ce que mon corps a subi, parce que du coup, j'avais finalement dû m'arrêter de travailler maintenant il y a 5 ans parce que l'aplasie, le côté, appauvrissement de la moelle avait pris tellement d'importance que j'avais plus le droit de sortir à l'air libre, j'avais plus le droit d'être dans les lieux publics, j'avais plus le droit de prendre le métro. Parce que tu étais Heu, immunodéprimée pour qu'on comprenne pour les gens ouais, qui ne connaissent pas du c'est tout, ça, toute tout à cette fait. partie médicale. Attends, je voulais Heu, juste excuse-moi, est-ce que tu peux ouais. préciser, c'est ton âge? Parce qu'on n'a pas donné ton âge. Ah oui, et c'est vrai que c'est compliqué de vivre ça parce que, à cette époque-là, donc il y a 5 ans, j'avais, 33, même pas 33 ans. Bah, voilà. Donc tu as toute ta vie sociale, qui s'arrête aussi parce que ça veut dire, plus de soirées entre amis, plus de enfin, c'est toute une vie qui s'arrête et encore une fois, j'ai pensé que ça allait être une parenthèse. Je me suis dit, «Bah, on va traiter ça, on va me remettre d'aplomb et je redémarrerai de nouveau». Sauf que, bah, malheureusement, j'ai quand même eu la chance, je sais que c'est pas du tout l'objet ici, mais j'ai bénéficié d'une greffe de moelle et c'est compliqué en France parce qu'on a une chance sur 1 million d'avoir un donneur donc Ah oui, ceux qui écoutent, si vous avez entre 18 et 35 ans, que vous êtes en bonne santé, hésitez pas à vous renseigner. Aujourd'hui, c'est des choses qui se font bien et ouais. qui sauvent vraiment des vies donc Je l'ai fait, tu sais que j'ai fait la demande et en fait, comme j'ai 35 ans, ouais. j'aurai 36 ans en décembre, il faut que je vois si je suis toujours, éligible. D'ailleurs, attends, j'ai 35 ou j'ai 36? Je suis en train de me demander. Heu, mais non, je vais avoir 36. Du coup, je sais pas si je suis encore dans le tu vois, dans le bon créneau. Mais justement, j'avais fait la demande, bah, pour, pouvoir, aider des personnes, bah, comme toi ou parce que souvent on fait la demande pour les enfants aussi. Ouais. Mais c'est bien que tu en parles, c'est bien de faire ce moment de prévention. Je le remettrai bien, c'est tu as raison, il faut en parler. Non, il y a pas de sujet ou pas, t'inquiète, on peut parler de tout. Mais c'est Bah, parce que c'est surtout que c'est peu connu et au final, les critères, de recrutement sont très simples. Voilà, ouais, c'est ouais. entre 15 et 30 merde, entre 18 et 35 ans, être en bonne santé, et en plus, c'est aussi il faut savoir que c'est quelque chose qui peut, c'est-à-dire qu'on peut donner son accord, parce qu'on a envie de le faire et revenir sur ce consentement à n'importe quel moment de la procédure. Si, si finalement on le sent pas parce qu'on a peur ou pour X ou Y raison, enfin, c'est pas parce qu'on avait décidé il y a 10 ans qu'on voulait être donneur qu'obligatoirement on vous obligera à l'être si un jour vous êtes compatible avec quelqu'un. Enfin, Ouais. heu, du début à la fin, vous restez maître des choses. Mais c'est vrai que ça sauve des vies et c'est important. Donc Et donc ça, c'est super d'avoir fait ce message de prévention et c'est aussi heureux de savoir que tu avais pu bénéficier de cette greffe. Et du coup, bah, pour resituer un peu, donc à 33 ans, donc il y a 5 ans, c'est ça, hein, il y a 5 ouais. ans, tu as dû arrêter de travailler et tu croyais que c'était une parenthèse, sauf qu'en fait, bah, les choses ont continué à être compliquées pour toi. Bah, ouais, j'ai jamais pu, reprendre le travail parce qu'en fait, la greffe, a pas fonctionné dans le sens où, elle a un petit peu éliminé la maladie. Et quand on fait une greffe pour un cancer, c'est un peu le même principe. On essaye d'enlever toutes les mauvaises cellules. Disons que ça a un peu marché, mais par contre, elle a jamais réussi à s'implanter correctement chez moi et à produire, de nouvelles cellules et donc à me couvrir au niveau immunitaire. Donc en fait, je suis dans le même état qu'il y a 5 ans.
sans aucune immunité, sans aucune vaccination. Normalement, après une greffe, tu refais les vaccinations infantiles qui te Ah couvrent oui. sur tout un tas de maladies. J'ai jamais pu les refaire. Enfin, aujourd'hui, je tombe pour un rhume, je tombe sur un ongle incarné, je tombe, ça veut dire que je vais en réanimation pour des toutes petites choses, en fait. Ah oui. Et du coup, tu as dû avoir un passage en bulle? Oui, j'ai été en chambre stérile pendant quasiment 2 ans. Ça a été extrêmement long. Mon temps d'hospitalisation a été très, très compliqué. J'ai eu beaucoup de chirurgie aussi dans la bouche parce que j'ai fait des réactions au niveau de la peau et des muqueuses et du coup, j'ai eu pas mal de cicatrices aussi dans la bouche. C'est vrai que c'est intéressant d'en parler parce que j'y pensais plus. Ça avait été très, très dur de récupérer la mobilité, parce que c'est des La cicatrices qui mâchoire? étaient au Ouais. niveau de ouais, qui sont, très, proches des gencives et très proches des muscles qui te permettent d'articuler correctement. Et donc il a fallu aussi, beaucoup masser, beaucoup, travailler là-dessus et faire Et des efforts pour, qu'est-ce qui fait que tu as eu ces soucis? C'était du fait d'être en chambre stérile qui t'a créé ça? Comment ça se fait que tu as eu ces soucis? La Non, réaction que tu as eue, c'est c'est le médicament? la greffe, en fait, peut donner des réactions assez dramatiques. C'est pour ça que c'est pas quelque chose qu'on fait, de manière, anodine. Ouais. C'est dans ma maladie, même si elle est incurable, aujourd'hui, vu qu'il y a des traitements qui traitent bien les symptômes, c'est vraiment le choix de dernier recours. Quand on peut plus rien faire, on tente ça pour te sauver la vie. Mais ça faut pas oublier que le sang qui circule dans mes veines aujourd'hui, c'est le sang de quelqu'un d'autre et en fait, ben, lui, il est conscient d'être dans le corps d'un étranger et il est constamment, perpétuellement en train de se battre Ouais, contre ce corps dans lequel il se trouve. ouais, Donc ça crée des réactions et des choses qui peuvent ouais. être parfois, compliquées à gérer. D'accord. Heu Ok. et bizarrement, j'ai appris très, très récemment, puisque c'est hier, que le cancer qu'on vient de me diagnostiquer cette année et qui, malheureusement sera fatal pour moi, hem, serait probablement une cause de cette greffe aussi de moelle osseuse. Donc, tout finalement en fait, tout commence à bien s'imbriguer et on commence à comprendre le pourquoi du comment. Heu, j'ai gagné, quelques années avec tout ça, mais j'en gagnerai pas plus maintenant. C'est tout ce que c'est déjà pas mal, en fait. Je me dis: T'es «C'est déjà pas vraiment, mal». t'es vraiment très forte. Vraiment, c'était incroyable. Et c'est cette année qu'on t'a... Parce que là, du coup, là, moi, je te vois et les auditeurs et les auditrices, ils te verront en photo. Là, toi, tu as plus tes cheveux. Parce que Ouais, t'es en parce que j'ai chimio. Mais essayé de faire un peu de ton... chimiothérapie. Ouais. Et du coup, ton cancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis, donc, tu t'es arrêté de travailler à 5 ans, tu as eu tes diagnostics, t'as eu tes 2 ans de bulles stériles, de chambre stérile. Ton cancer, tu as commencé à avoir des symptômes et il a été détecté quand, en fait, et diagnostiqué quand? Cette année seulement? Ouais, parce qu'en fait, vu que j'étais très immunodéprimée, j'ai fait énormément d'infections de type, pulmonaire. Du coup, j'ai perdu beaucoup en capacité respiratoire. J'ai fait des infections cutanées gravissimes, qu'on appelle des cellulites, qui peuvent, entraîner l'amputation des membres concernés. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'infections, ce qui fait que, en début d'année, quand j'ai commencé à avoir des symptômes un peu de perte d'appétit, puisque même si je suis alimentée la nuit par ce cathéter, ça m'empêche pas de sentir la sécheresse dans ma bouche et d'avoir toujours cette gourmandise et de vouloir de sentir un bon produit dans ma bouche et de déguster, juste d'avoir le plaisir de manger, quoi. Et en fait, je perdais ça. Je me sentais, pas bien, fatiguée, j'avais un peu de fièvre et c'était très facile d'imaginer que j'étais en train de faire une infection parce qu'en fait, c'est ce que Ah, je faisais depuis des années. bien sûr. Hem et je rentrerai pas dans les détails parce qu'il y a une procédure en cours, mais il y a eu une erreur de prise en charge, dans le CHU où je me trouvais, qui a entraîné malheureusement un retard et un retard grave de diagnostic sur mon cancer parce que s'il avait été pris en charge en février, aujourd'hui, je serais probablement en rémission. Je serais je serais pas forcément, avec, 10 années devant moi, mais j'en aurais peut-être, 2 ou 3. Alors que là, je vais avoir quelques semaines et peut-être, j'irai jusqu'à Noël, j'espère. Mais ça change tout. Enfin,
C'est- Et du coup, ce cancer-là, c'est un angiosarcome au niveau du foie. C'est quelque chose qui est très rare et qui, du coup, est difficile à soigner parce qu'on a très peu de recul sur ces choses qui sont rares. Euh, et les antécédents, le fait que mon organisme subit tellement de choses et soit si fatigué, m'a pas permis d'aller très loin dans les traitements et d'essayer Ah oui, bien sûr. d'attaquer très fort en fait le truc, quoi. Ouais, bien. Donc Ça veut j'ai dire pas quoi obtenu de réponse à la chimiothérapie. Voilà, ouais, c'est ce que Les j'allais te tumeurs demander. ont continué de grandir, elles ont doublé de volume en 2 mois de temps. D'accord. Il y en a 4, il y en avait 5 au départ. On en a retiré une en pensant pouvoir éliminer les autres avec la chimio et en fait, ça n'a pas été le cas du tout. Et, et du coup, bah, c'est vrai que ce ventre, il a toujours été. C'est bizarre parce que c'est une maladie toujours du sang, mais moi, c'est toujours mon ventre qui a été impacté. Toutes les cicatrices sont sur le ventre, toutes les douleurs et tout l'inconfort que j'ai aujourd'hui, c'est encore sur le ventre. Et c'est toujours lui qui m'a posé problème. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie de parler un peu avec toi parce que c'est un sujet qui me parle parce que ces cicatrices-là, elles sont inconfortables, même encore des années plus tard, même si on s'adapte et on fait avec Et et ça. ouais. Non, j'allais te demander, excuse-moi, ton suivi autour des cicatrices. Est-ce que tu as, du fait de toutes ces opérations et de, voilà, de ta situation aujourd'hui qui est tellement difficile, et encore, je le redis encore, tu es tellement courageuse, enfin, c'est incroyable, je me sens presque pas à C'est la gentil. hauteur de faire cette interview à côté de toi, c'est incroyable. Non, Euh, faut pas. c'est vraiment Ce que incroyable. tu fais, c'est vraiment génial. Ça aide énormément de monde. Donc, enfin, c'est pas comparable, mais Non, c'est mais aussi en tout très cas, beau. Donc, t'as vraiment, enfin moi je te vois, t'es là, ton pull trop beau, t'es toute jolie. Non, ce que je voulais te demander, c'était pour les femmes, par exemple, qui auraient un parcours différent, mais qui seraient beaucoup opérées avec des tendances à faire des infections. Tu vois, je pense à des multi-opérations sur des maladies chroniques comme l'endométriose, par exemple. Il y en a plein d'autres, hein, mais qui peut nécessiter d'être opérée un peu, pas comme, enfin, c'est pas prévu, quoi. En gros, tu as des douleurs, bah, tu as des nouvelles lésions, du coup, on va ouais. t'opérer de nouveau, mais tu as des tendances à l'infection. Euh, mon conseil, enfin, est-ce que tu auras un conseil justement pour ces parcours un peu difficiles, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais si tu as des nouveaux symptômes que tu connais pas, qui apparaissent, tu vois, et c'est ce qui s'est passé toi aussi pour ton cancer, c'est que tu as eu des nouvelles douleurs. euh, et on pensait que tu faisais une infection alors qu'en fait pas du tout. Est-ce que tu as des conseils à recommander à ces femmes-là de justement de prévention? Tu sais un peu comme on dit pour le cancer du sein, bah, palpez-vous régulièrement. Mhm. Est-ce que tu De as des plus en plus conseils? jeune, surtout. Ouais, est-ce que tu as des conseils? Oui, et je pense que les femmes qui ont de l'endométriose se connaissent bien mieux que n'importe quel professionnel qui s'occupera d'elles, en fait. Et donc, moi, mon conseil le premier, mon mantra, ça a toujours été de faire confiance à ce que je ressentais. De ne, Au départ, on m'a fait douter parce que c'était une maladie rare, parce que c'était compliqué. L'endométriose, ça a été ça pendant très longtemps. On a fait croire à des femmes bah, qu'elles étaient juste un peu chochottes, qu'elles Ouais, avaient ouais. des règles Non, mais douloureuses et qui, endométriose ou autre, hein. Je voulais dire, tu vois, ouais, des dans femmes qui des sont pas parcours régulièrement. compliqués. Ouais, Ouais. voilà, ouais. Bah Des en gens qui ont fait, mal, tu vois, des femmes qui ont mal, ouais. qui ont des maladies chroniques, qui nécessitent des chirurgies. Euh, voilà, quel est ton retour? Pour moi, la première chose, c'est vraiment ça. D'abord, c'est de se faire confiance, c'est de prendre le temps de s'écouter, de se regarder. Et pour ça, il y a pas de miracle. En fait, ça veut dire ce corps-là, même si il a été multi-opéré, même si l'image qui vous renvoie vous plaît pas ou que vous avez encore du mal à l'accepter, il faut réussir à l'affronter quotidiennement. Il faut s'observer, il faut se toucher, il faut masser des zones. Les zones qui sont douloureuses, vous avez l'habitude de les masser. Si vous sentez qu'il y a quoi que ce soit qui change de d'habitude, en fait, il ne faut pas attendre. Il faut aller le signaler. Et je pense que dans notre entourage, quand on est dans un parcours avec des maladies compliquées ou avec des soucis récurrents, on a autour de nous au moins un professionnel de santé à qui on sait
qu'on peut faire confiance, à qui on sait que notre parole sera entendue. Et je pense que c'est sur cette personne-là qu'il faut se tourner tout de suite D'accord. en lui disant: «Moi, j'ai l'impression que». Bien sûr, parfois, on aura tort parce que le corps est vivant et le corps, change et évolue, mais la plupart du temps, on aura raison parce qu'on se connaît et parce que si on a l'impression qu'il se passe quelque chose, si visuellement il y a quelque chose qui change ou si la douleur aussi est différente, il faut, s'écouter tout de suite et si c'est un premier médecin qui vous dit: «Non, je ne crois pas, nanana», mais que les choses pour vous, vous semblent vraiment ancrées et vous semblent vraiment réelles, le deuxième avis, le troisième avis, pour moi, il est primordial. C'est un droit. On a le droit tous de le faire. Personne ne vous jugera pour ça. Au contraire, heu, l'important, c'est de se faire confiance. C'est Oui, c'est parce la que première chose. en plus, c'est même pas pour attaquer ou pour critiquer les médecins, parce que Non, du tout. tout professionnel de santé, parce que en fait, l'erreur est humaine. C'est-à-dire Tout à que fait, tout à fait. chaque personne, thérapeute, médecin qui nous reçoit, il vient avec son bagage aussi, avec son savoir. Et ben voilà, il y a aussi des professionnels qui sont plus spécialistes que d'autres, même meilleurs que d'autres. Et c'est vrai que parfois, la Je vais te personne. donner un exemple, un médecin que j'adule, enfin, qui m'a greffé, qui me connaît par cœur et à qui hier, j'ai été dire au revoir parce que je sais qu'on se reverra plus. Hem, j'ai atterri dans son service parce que c'est lui qui gérait ma maladie et parce que je venais de me faire opérer des intestins et que la maladie, derrière, flambait et qu'il y avait que lui qui allait pouvoir un peu gérer la situation. Heu, pas de chance, il a fallu que pile à ce moment-là, je fasse un kyste ovarien avec une torsion d'ovaire, dans son service, alors que je venais de subir une laparotomie énorme et lui m'a dit: «Si ça avait été moi, heu, je t'assure que je pense que je t'aurais dit de prendre les médicaments, de souffler, de te reposer et que ça» alors qu'en fait, bah, ce Après jour-là, un pont, j'ai eu un interne. L'interne m'a auscultée. Il avait aucun a priori, en fait, il me connaissait pas vraiment. Il a tenu compte de du seulement ce dossier. que je lui disais et de ce que lui a ressenti et on est parti tout de suite sur des examens qui a permis de sauver mon ovaire, et en fait, la preuve, ce médecin-là, pour autant, je je dirais rien de méchant sur lui parce qu'en fait, je le trouve excellent dans ce qu'il fait, mais lui-même a été capable de reconnaître qu'il aurait pu passer à côté. Donc en fait, Ouais. oui, à partir du moment où le médecin, c'est pas un robot, c'est un être humain, l'infirmière, le kiné, enfin, tous ces gens-là sont des gens et comme tu dis, ils ont leur bagage, ils ont, eu des expériences avec d'autres patients qui ont Mm. été différentes de celles que nous, on peut vivre à ce moment-là. Donc en fait, heu, faut pas se dire, «Si je vais consulter ailleurs, c'est comme si je trahissais la per» non, c'est juste, hem c'est sa vie, en fait, c'est votre corps, c'est votre vie que vous voulez essayer de sauver. Personne ne vous en voudra pour ça. Si vous y allez de bonne foi en disant: «Moi, j'ai eu peur, j'avais vraiment l'impression qu'il se passait un truc et au final, j'avais raison ou bien je me suis trompée», bref, c'est pas grave. L'important, c'est de garder le dialogue. La relation soignant-soigné, pour moi, elle est très importante. Elle doit être horizontale, elle ne doit pas être verticale et du coup, à partir de là, on doit pouvoir, se permettre de dire tout à son soignant, de pouvoir se confier sur toutes nos craintes, sur toutes nos angoisses, sur tout ce Poser qui des nous questions. oui, même des choses qui peuvent paraître bêtes ou inutiles, ne pas avoir peur d'être, jugée, ne pas avoir peur d'être, prise pour une hypocondriaque ou pour, au contraire, c'est, le bon soignant, celui qui sera à votre écoute, il y en a beaucoup. On a la chance d'avoir un système de santé en France qui a quand même, depuis des années fait preuve de Mm. T'as de de grande résilience, hein. splendeur. Ouais. Donc après, encore une fois, voilà, si vous tombez pas sur la bonne personne au moment où vous sentez qu'il y a quelque chose, persévérez. C'est surtout ça que moi j'ai envie de dire, c'est qu'il faut s'écouter et que même si le soignant que vous avez l'habitude de voir ce jour-là ne ressent pas les mêmes choses comme vous les ressentez, personne est à l'intérieur de vous, personne ne peut en plus, il y a des gens qui vont aussi avoir tendance à un peu minimiser parce que quand on a l'habitude d'être, poli, opéré ou poli pris en charge, on va toujours dire, quand les médecins posent la question: «Comment ça va?» on répond en général: «Bof, ça va», parce que c'est un «ça va» pour nous. Mais si on devait vraiment
donner dans le détail, on dirait: «Bah, ouais, en fait, non, j'ai mal là, j'ai ça, j'ai ça». Mais en fait, on fait tellement avec au quotidien qu'on oublie de leur dire et eux sont pas devins, ils peuvent pas le deviner et si on n'ose plus parler de tout ça, heu, c'est normal qu'ils passent à côté de certaines choses. Ça, Donc c'est pour important, moi, c'est ouais. se faire confiance et c'est persévérer. Et Si le on y croit, dialogue. si on le sent, ouais, le dialogue, c'est très Et important. justement, je voudrais qu'on parle de ton combat, justement. Alors, tu fais un combat incroyable contre tes maladies, contre ce cancer. Mais je voudrais qu'on parle de ton combat, justement, pour la relation soignant-soigné. Je voulais juste, avant qu'on parle de ça, est-ce que tu peux juste quand même nous dire un peu quel est ton quotidien aujourd'hui avec tout ce que tu vis et où tu trouves un peu de joie quand même dans ce quotidien, ce qui t'apporte, voilà, ce qui t'apporte de la joie. C'est compliqué de répondre à cette question parce que je crois que c'est la pire semaine de toute mon existence. Mais mon quotidien, c'est de faire des soins de caté tous les jours parce que bah, je suis infirmière et j'ai toujours voulu garder cette indépendance et c'est ce qui m'a permis pendant très longtemps, d'avoir ces soins et de pouvoir continuer à travailler parce qu'en fait, je m'adaptais à mes propres horaires. J'avais pas de dépendance à un cabinet libéral Oui, tu te faisais qui, tes propres soins, c'est ça que tu j veux dire? ouais, Oui. j'ai toujours fait les choses pour que du coup, je sois libre de sortir en soirée si j'avais envie de voir des amis et de pouvoir me brancher à minuit ou à 1 heure du matin. Enfin, aucun, infirmier, accepterait de faire ça, c'est normal, ils ont une vie. Et pareil, des horaires fixes, c'est compliqué parce qu'ils ont une tournée, et ils peuvent avoir, des prises en charge compliquées qui voilà, exactement. Donc il y a eu un début parce qu'il a fallu que les choses se fassent parce que c'est pas parce que je suis soignante que forcément j'allais réussir automatiquement tout de suite à faire les soins sur moi. Mais une fois que les choses se sont faites, je suis partie en roue libre sur ça et en fait, tant que j'ai réussi à maintenir cette autonomie et à garder mon travail, c'était nickel. Heu, J'avais, mes problèmes, mais comme je te disais, ils disparaissaient, ils restaient au vestiaire. Je les récupérais en reprenant mes affaires, mais j'avais cette énergie que les enfants me donnaient au travail, en fait, je me nourrissais de ça, je pense, en fait. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'il y a plus que le soin, heu, il y a plus que le cancer qui prend toute la place, là, actuellement. J'ai des rêves en tête, j'ai des choses que j'ai envie de faire, j'ai ce combat que je mène pour la santé publique parce que j'ai en fait, j'ai l'habitude de dire que ma vie est pas importante par rapport à la cause que je défends et que ma mort sera probablement bien plus impactante que tout ce que j'aurais pu faire sur ces derniers mois, dans ce combat-là. Hem, mais c'est vrai que je reste humaine et que ça fait très, très peur donc la joie, je la trouve, avec mes amis. Là, tu vois, je suis chez ma meilleure pote, et hier, ils ont allumé un feu de bois. Ça faisait des années que j'avais pas été au bord d'une cheminée qui craque, et d'entendre ça, de sentir cette chaleur, en fait, c'est des choses simples, des choses, j'ai aussi envie de choses, sensationnelles. J'ai aussi envie de vivre des trucs, On compte sur genre, toi là, hein? C'est avec la. ouais, 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 Ouais. j'essaye, je vais faire des choses, j'ai fait, un vol en montgolfière, j'ai j'ai des choses en tête. Après, je sais pas combien de temps j'ai devant moi et combien de temps de qualité, donc c'est ça qui est un peu compliqué. Et c'est cette période-là qui est un peu difficile, quand on t'annonce, un terme entre guillemets. On parle de résilience. Moi, j'ai l'impression que j'ai jamais réussi à être résiliente de toute ma vie parce que j'ai jamais réussi à abandonner le combat et là, c'est ça qu'il va falloir que j'arrive à faire à un moment donné. Il va falloir que j'arrive à renoncer à me sauver moi, à renoncer à continuer de me battre pour sauver la santé des autres parce qu'à un moment donné, bah, clairement, je pourrais plus le faire et ça, c'est le plus dur pour moi. C'est mourir, c'est compliqué parce que, bah, je vais disparaître, et je sais que ça va être terrible pour mes proches, mais moi, je serai plus là donc j'ai envie juste de laisser un message et du coup, ben, je te remercie de m'avoir donné un petit temps de parole ici. J'essaye d'en prendre à droite, à gauche pour essayer de faire comprendre aux Français que la santé, hem, c'est pas quelque chose d'acquis. On vit en ce moment d'ailleurs des choses graves en termes de géopolitique.
On a vu des reculs sur les droits des femmes en Non. termes d'avortement aux États-Unis. On est sur des choses qui sont que nous, parce que ça fait des années que ça existe, on considère que la santé gratuite, De- égale, équitable pour tout le monde est acquise. Et en fait, c'est pas le cas. Donc il faut que les gens se rendent compte de ça, que les soignants, ils ont besoin que la population se rende compte de ça pour qu'ils soient entendus et pour que vraiment euh, nos têtes pensantes, nos gouvernants aient envie d'y investir. Parce que là, on parle d'investissements colossaux, parce que ça fait 30 ans qu'on n'a rien fait pour garder le magnifique système qu'on avait. Donc, on vit sur ce qui nous reste, mais ça fait 30 ans qu'on vit sur des restes. Donc, Ouais. c'est. Et Et ça, est-ce que, non, mais excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que, bon, déjà, enfin, des fois, je sais pas quoi te répondre tellement c'est fort ce que tu dis et tellement c'est impactant, j'ai du mal à te enfin, à te dire quelque chose. C'est tellement fort. Et puis j'essaye aussi de contenir mon émotion. J'essaye jusqu'au bout. c'est Euh, gentil, mais tu sais, vraiment, il n'y a pas de et- quoi. Je suis juste normale et tout ce que j'ai fait depuis le début, c'était de l'instinct de survie et c'était aussi parce que j'étais infirmière et je le suis jusqu'au bout des ongles encore aujourd'hui. Donc, je vais mais, juste aider les autres mais justement, tant que j'arriverai à parler. est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ce que tu as voulu faire, tout ce que tu as fait justement pour maintenir le dialogue patient-soignant, tes actions même auprès des services publics? Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ce combat-là, que ceux qui ne suivent pas ton parcours puissent bien comprendre? Alors malheureusement, c'est vrai que c'est compliqué d'exposer tout ça sur les réseaux sociaux, donc c'est des choses qui se font, je dirais, dans la vraie vie, donc c'est un peu dans l'ombre et c'est pas forcément ce qu'on met en avant sur un compte et du coup, c'est pas ce que les gens, vont avoir comme image première de moi quand ils vont sur ma page Instagram et pourtant, c'est ce que je fais depuis 5 ans, et la conversation que j'ai eue avec le médecin hier, donc hier, j'ai rencontré François Braun, qui est le ministre de la Santé, qui est une connaissance, j'ai la chance que ce soit un ami et que ce soit aussi une très belle personne. Et donc, j'espère qu'il aura des bonnes choses, en tout cas qu'on lui laissera la marge de manœuvre suffisante pour faire de belles choses pour le pays. Mais les conversations que j'ai aujourd'hui avec des grands professeurs qui, il y a 5 6 ans, étaient incapables d'entendre ce que j'essayais de leur dire, aujourd'hui, on a des conversations qui sont douloureuses parce que bah, l'hôpital est tombé. Il faut être clair, il faut mettre les mots. L'hôpital public est par terre. Et, euh, et du coup, on est tous dans le même état à vouloir le ramasser, à vouloir le sauver, à vouloir faire en sorte que les soignants qui sont partis, pas parce qu'ils voulaient plus d'argent, ils ne sont pas partis dans des entreprises privées, ils ne sont pas partis dans des cliniques chercher Oui, des c'est pas salaires la plus patte du importants. gain. Ouais, c'est pas la patte Non, du gain. Mais ils se ils sentent sont maltraités. partis élever des chèvres dans les montagnes, ils sont partis dans des reconversions drastiquement différentes de leur profession parce qu'en fait, ils étaient dans la maltraitance, ils étaient dans l'inverse de ce pourquoi ils avaient choisi ce métier. Donc, Mm. ces gens-là, ils existent. On ne manque pas de personnel soignant. Ils sont là et ils sont rattrapables. Il suffira juste de leur donner les moyens de travailler dans de bonnes conditions. Et c'est ce que je fais depuis des mois, et c'est ce que fait François actuellement. Il se bagarre avec les politiques parce que les politiques et les gens de la vraie vie, c'est parfois compliqué de s'entendre parce que bah, si je dis vraie vie, c'est pas pour rien, c'est que parce que je pense que eux ne sont plus dans la vraie vie. Mm. Et peut-être que pour gérer un pays, il faut un peu s'écarter de la vraie vie, mais tu peux pas décider et prendre des décisions sur des choses aussi importantes telles que l'éducation nationale ou la santé sans venir vraiment traîner les pieds dans un couloir d'hôpital sans être annoncé, sans avoir de garde du corps, sans avoir un costard-cravate. Moi, je demande à ce qu'ils enfilent une blouse, un pyjama et qu'ils passent une journée de 12 heures avec une infirmière, avec un Alors, interne, avec... c'est excellent ce que tu racontes parce que
Bon, déjà, il faut que tu précises un peu tes chevaux de bataille. Donc, tes chevaux de bataille, est-ce que c'est un plus de budget? Est-ce que c'est une meilleure prise en compte des parcours complexes comme le tien? Il faut que tu nous précises un peu ça, quand même, qu'on comprenne mieux, parce que je pense que c'est aussi rendre honneur à tout ce que tu as fait. Donc, il faudra que tu précises un petit peu. Mais ce que je Ok. voulais dire, c'est que ce que tu dis, c'est exactement ce qu'a dit Anna Roy, donc, qui est sage-femme, assez connue médiatiquement, puisqu'elle écrit des livres, elle a un podcast, elle est sur la maison des maternelles. Et j'ai été à un événement justement sur la santé de la femme il y a la semaine dernière où elle était invitée et où au niveau entrepreneuriat, parce que c'était santé de la femme, innovation, et je pense qu'ils ont fait un peu l'erreur de commencer les tables rondes par tout ce qui était financement. Et donc en fait, bah, forcément, quand c'est un fonds d'investissement qui parle, il te dit carrément à la fin que le patient, bah, c'est pas le sujet. Donc si tu veux, j'ai cru qu'elle allait partir. Et quand elle, donc ensuite ils ont fait la table ronde où il y avait elle, il y avait aussi la présidente de la recherche pour l'endométriose, etc. Et c'était justement comment mettre l'innovation au service et l'entrepreneuriat au service du patient, etc. Et donc, en l'occurrence, là, des femmes patientes. Mhm. Et justement, elle a dit qu'elle était un peu éberluée de la conversation précédente. Et même moi, en tant qu'entrepreneur, j'en ai été éberluée. Donc, il y a de quoi. Et qu'en tant que soignante, bah, elle disait donc aux entrepreneurs, aux investisseurs, mais mettez une blouse et venez à l'hôpital et venez voir comment ça se passe en consultation, etc. Pour faire des produits ou des systèmes qui sont adaptés à notre métier, en fait, quand c'est à notre destination, parce que sinon l'hôpital, bah, il a acheté un truc qui ne sert à rien, il a perdu de l'argent qui aurait pu être investi autrement, ou à destination des patients pour que accessoirement, bah, justement, on leur remette pas on n'utilise pas, j'en sais rien moi, des outils, des systèmes, de nouveau des services qui sont pas adaptés. Et elle a dit exactement cette même phrase, mettez une blouse et venez voir en consultation, venez voir à l'hôpital comment ça se passe. Mais sans qu'on ait rien préparé, parce qu'en fait, les visites arrangées, c'est du faux semblant. Enfin, bien évidemment Oui, que ça quand c'est ils comme passent partout, mais avec les voilà, journalistes, je voulais juste te faire ce petit rappel pour dire que tout ce qui ok. doit être fait dans la santé doit être fait à destination des patients, alors ou des soignants si ce qu'on veut c'est améliorer le travail des Mhm. soignants pour justement leurs conditions de travail et qu'ils puissent d'autant mieux faire leur travail qu'est de soigner les patients. Mais ouais, voilà, excuse-moi pour ce petit interlude. Non, mais tu as raison. Et en plus, je serais ravie de discuter avec cette personne parce que je pense que ce serait hyper intéressant et hyper enrichissant. Euh, ce qui est le plus... Enfin, j'ai rencontré du coup l'ensemble du cabinet du ministre actuel. Donc, ils sont 16. J'ai fait une tour de table, en fait, en leur demandant pour eux quelles étaient vraiment les difficultés qui existaient actuellement à l'hôpital et pourquoi les soignants râlaient encore. Parce qu'on Ah, nous tu es en plein rabâche audit. que... Tu les as audités, quoi. Pour voir ce qu'ils Ouais, allaient parce que en fait, on m'a balancé un peu dans la fosse au lion en me disant, vas-y, exprime-toi. J'ai dit, François, t'es gentil, mais moi, je baigne pas dans ce milieu-là, je les connais pas. Et en fait, ma manière de démarrer, ça a été ça, ça a été de savoir de où je partais avec eux et de comprendre quelle image ils avaient de la chose pour savoir qu'est-ce que j'avais besoin d'ajouter ou pas. Et en fait, bah, si tu veux, il y avait les gens du budget, il y avait les gens de la presse, il y avait les gens, enfin, il y avait tout ce qui concerne l'hôpital, mais si on doit faire un prorata, il y avait énormément de gens qui étaient dans le budget. Et on voit bien que du coup, l'aspect financier, c'est ce qui prévaut dans tout. Et c'est compliqué. Et j'ai essayé de leur expliquer que moi, je n'avais pas fait des études pour leur expliquer ou leur donner des ordres de savoir comment et où aller chercher l'argent pour l'investir dans l'hôpital. Mais par contre, j'avais énormément de pistes à leur indiquer pour éviter d'en perdre. Parce qu'il y a des fuites qui sont colossales et qui sont ubuesques. Et si on faisait simplement des audits de patients chroniques qui viennent constamment à l'hôpital et qui se rendent compte constamment des mêmes dysfonctionnements, il suffirait juste de corriger ça pour déjà faire des économies extrêmement importantes. Quand je leur dis que pour faire ma chimio, je faisais 1000 km par semaine, que ça coûte 1500 euros le transport, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on en arrive à Hmm. des extrêmes Et là? Pourquoi? ça, c'est parce que tu pouvais pas faire ta chimio ailleurs parce qu'il n'y a pas d'autres services proches de chez toi qui proposaient de te prendre en charge, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc Parce qu'il y là, avait tu un parles conflit de... avec le CHU Oui, non, mais de ce que je veux proximité, dire, ouais, ouais. mais Parce qu'effectivement, que les compétences ne sont pas territorial. Là, tu parles d'un vide, égales sur le territoire. Donc, vide, voilà, c'est ça. ouais. Un vide
en termes d'offres Et de soins. moi, en ayant fait, je ne sais pas combien d'années de prise en charge en Île-de-France, on ne s'en rend pas compte parce qu'en fait, on est entouré de CHU. Mais quand tu t'éloignes et que tu sors un peu dans d'autres régions, pour eux, les gens, c'est tout à fait logique de faire 50, 100, parfois 150 kilomètres pour trouver la personne qui pourra les opérer ou qui pourra répondre à leurs questions. Et ça, enfin, pour moi, c'est devenu un truc, je savais que ça existait, mais là, c'est devenu réel, en fait. Donc, c'était hyper flagrant. Je leur ai parlé de choses aussi, part de marché, par exemple, de se dire, bah, j'achète des masques qui coûteront moins cher, parce que comme ça, je ferai des économies. Sauf que dans un service où moi j'ai travaillé, où du coup, où les enfants sont immunodéprimés, donc en fait, tu passes 12 heures à avoir des masques sur le visage, les parents portent des masques, les visiteurs portent des masques, les médecins, la nana qui vient faire l'école, les blouses roses, enfin tout le monde. Et les masques, tu les sortais des boîtes, l'élastique claquait. Donc, on avait fait des piles de masques qui avaient craqué avant même qu'on ait pu les mettre sur notre visage. On avait fait des piles en leur montrant Tout ce qui avait été gâché. tout ce qui. Voilà, et que, en fait, ben, l'économie, il n'y en avait pas. Elle n'était pas réelle. Elle Ouais. était peut-être sur leur papier, mais elle n'était pas réelle dans le service. Et est-ce que toi, dans tout ce combat-là, tu fais un peu comme ce qu'on appelle, tu sais, les rapports d'étonnement. Donc, tu as la partie budget, donc justement, manque de moyens versus économie manquée quelque part. Mais est-ce qu'il y a aussi un retour sur des parcours comme le tien en termes d'accompagnement? Je suis une question bête, mais est-ce qu'on t'a proposé un psychologue? Est-ce que tu vois, est-ce que tous ces parcours-là, ils sont connus? Tu vois, est-ce que dans ton combat, il n'y a pas que la partie budgétaire? Quels sont Non, il n'y a pas que la partie budgétaire. Et après, malheureusement, tu peux pas. Il faut. Je sais plus qui a dit ça, mais c'est très juste. Il faut choisir ses combats parce qu'on peut pas Oui, mais tout mener de front. toi Et dans du ton, coup, toi dans moi, ta j'ai expérience choisi. personnelle. Ouais, moi, j'ai choisi de me focaliser sur euh, l'innovation, l'évolution de la relation soignant-soigné parce que je veux qu'elle change, je veux qu'elle devienne plus moderne et qu'elle soit vraiment horizontale et que du coup, il n'y ait plus aucune retenue de la part du soigné et qu'il n'y ait plus aucune, Oui, le comment dire, syndrome de la blouse blanche. ouais, et qu'il n'y ait plus aucun soignant qui se sente supérieur à qui que ce soit parce qu'en fait, ça, c'est pas vrai. Je me suis aussi investie beaucoup sur les soins palliatifs parce qu'en fait, on est 35 millions de Français à avoir des maladies chroniques et normalement, les soins palliatifs ne sont pas là que pour la mort. Ils sont là aussi pour accompagner ces maladies lourdes qui sont fatigantes et pour l'entourage et pour la famille et qui, du coup, de temps en temps, apportent une alternative pour que la famille se repose, pour que la personne aussi trouve des soins de support et d'accompagnement que Ouais, seul le soin palliatif propose parce que les autres services n'ont pas les budgets pour. ouais. Et du coup, quand tu te rends compte que sur 35 millions de Français, il y a seulement 30% d'entre eux qui auront un jour accès à ces soins palliatifs parce qu'il n'en existe pas assez, bah, je crois que c'est un truc qui est hyper important. La fin de vie, pour moi, c'est un sujet qui est aussi extrêmement important parce que là aussi, on pourrait parler d'argent, mais d'abord, on va parler d'humanité. Quel est l'intérêt de pousser la vie jusqu'à 110 ans si on n'est pas capable d'avoir des EHPAD avec les Ouais. moyens nécessaires pour prendre en charge correctement et dignement ces gens-là qui ont travaillé toute leur vie pour la société, mais à qui on est incapable de les remercier, de ne serait-ce que de leur accorder un peu de temps quand on leur donne à manger. Et du Euh, coup, enfin, là, je te coupe encore la parole non, mais il n'y a pas de c'est souci. comme, Toi, je t'avais dit de le faire. Donc, oui, puis je voudrais te poser des petites questions de fin. Et puis, là, par rapport à tout ce combat que tu as mené, et puis bah, du coup, cette chance, entre guillemets, hasard, que ben, tu connaisses l'équipe actuelle au ministère, ce qui est une chance du coup, parce que ça oui. t'a permis de porter ton message au plus haut niveau. Euh, qu'est-ce que tu retiendrais, toi, de te dire, OK, comme tu disais, je veux me battre jusqu'au bout, mais voilà, qu'est-ce que tu penses que tu as pu faire passer comme message là et te dire que tu es fier d'avoir réussi au moins cette partie-là de ta mission? Euh, Bah déjà, je sais que de par la personne qui est en poste actuellement, je sais que tout ce que je viens de te dire, tout ce que je pense
il le pense et du coup, il fera tout ce qu'il faut pour que ce soit mis en œuvre. Du coup, je suis contente de l'avoir connu, je suis contente de l'avoir rencontré et je suis contente qu'on ait pu échanger pendant des mois et que du coup, même si moi je disparais, lui continuera à transmettre le même message que moi j'aurais transmis si j'avais continué. Hem, je suis fière d'avoir aussi pu discuter avec d'autres soignants et aussi beaucoup de soignés parce qu'en fait, ce qui est pour moi triste actuellement, c'est de me rendre compte que les soignés sont en colère contre les soignants, Bah oui, alors que les soignants sont en pleine souffrance absolument. et du coup sont eux-mêmes parfois en colère contre les soignés qui comprennent pas, Ouais, heu bien sûr. et du coup, C'est un burn-out global, quoi. Et du coup, plus s'il personne y peut. a un échec par contre que je dois retenir et si je pars trop tôt sans avoir réussi à le faire, c'est ça, c'est de pas avoir réussi à obtenir d'enlever cette désinformation qui empêche l'union qui fait la force. Et mon objectif premier là, c'était d'essayer de faire en sorte que les soignants et les soignés se retrouvent pour qu'ils fassent plus que un. Parce que je te dis, c'est minimum 35 millions plus tu fais le compte avec les médecins, les infirmières. C'est colossal quand tu as ça devant toi, tu es obligé d'agir, tu es obligé de réagir. Les soignants tout seuls qui peuvent pas faire grève, qui mettent juste un petit scotch sur leurs épaules, font peur à personne. Donc ça c'est mon vrai regret si j'arriverais vraiment pas à aboutir un petit peu sur ça. C'est le truc que j'avais vraiment à cœur de faire et que j'ai pas réussi pour l'instant. Mais par contre, je sais que j'ai transmis déjà énormément de messages et que les personnes à qui je l'ai fait sont des personnes de confiance et du coup, ils continueront à travailler pour ça. Ok, c'est vraiment bravo. Franchement, c'est vraiment incroyable. Vraiment, encore une fois, moi, je suis hyper heureuse qu'on nos routes se soient croisées, que tu aies accepté enfin, voilà, de faire cet entretien parce que ça restera. Mmh. Et que ça me met des frissons, tu vois. Euh, pardon, excuse-moi, je suis un peu émue. Tu sais, je Euh, suis déçue parce que enfin, je suis déçue. Je suis contente parce qu'en fait, dans tout ce que j'ai traversé, j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires et du coup, de voir l'émotion que là, tu ressens, me fait dire que tu es aussi une belle personne et que du coup, c'est une chance que j'ai pu parler avec toi parce que tu pourras transmettre ce que je viens de dire et tu le feras de manière, transparente et du coup, je sais que le temps que je viens de consacrer avec toi, c'est pas du temps de perdu parce que pour moi, ce qu'il y a de plus précieux dans la vie, c'est le temps parce que quand tu le donnes, tu le récupères jamais. Alors, bah, écoute, merci Alexandra pour tout ça. Encore une fois, je te l'ai dit là en off, mais je suis vraiment très, très impressionnée par ton parcours, par ta capacité et à dire le bon et aussi à partager les moments difficiles. Franchement, tu es très, très forte. Je sais que tu ne le vois pas comme ça, mais je te le dis. Et justement, est-ce que pour finir, est-ce que tu aurais, alors on dit souvent trois conseils, mais peut-être que tu n'en as que deux ou un, ou quatre, que tu voudrais donner aux femmes, soit qui sont dans des situations similaires aux tiennes ou qui vivent peut-être des parcours similaires à des moments de ce que tu as pu vivre. Voilà. Est-ce que tu as des conseils que tu voudrais Ben, pour rester collé au thème, je vais dire des choses très bateau, mais et qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, c'est de vraiment pas laisser le temps passer, de tout de suite s'attaquer à la cicatrice, de la masser, de l'hydrater, de la faire bouger pour pas qu'elle fige, d'accepter de la regarder et en fait, l'inconfort, que ça procure, bah, je trouve que ce que tu es en train de suggérer avec ta ligne, de textile, je trouve ça super bien et j'espère que tu agrandiras un peu le truc Oui. parce que moi, c'est les pantalons bien enfin, vraiment qui me gênent au niveau de la taille et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa parce que tu auras de la demande et ça marchera bien. Après, je me dis que si c'est aussi des cicatrices qui sont, invalidantes, que ce soit, psychologiquement ou physiquement, il y a des choses qui se font aujourd'hui en termes de chirurgie esthétique, et qu'il faut oser passer le pas parce qu'en fait, des fois, enfin la vie est trop courte en fait pour se réduire à un complexe ou se réduire Ah oui, tu veux dire, à quelque chose.
Si on veut Ouais, passer par cette case, on peut essayer de rattraper une cicatrice, on peut essayer de la gommer, on peut aussi aller faire un tatouage dessus, on peut transformer cette zone qu'on a du mal à accepter en quelque chose de très joli. En fait, pour moi, l'objectif, c'est d'arriver, la cicatrice, elle est à la base la marque de quelque chose qui t'a affaibli, qui t'a fait mal. Et en fait, il faut qu'elle devienne la trace, le souvenir ouais. de ce par quoi tu es passé et de ce que tu as réussi à faire depuis. Et donc, en fait, à partir de là, toutes les manières sont acceptables. Chaque individu a sa façon de le faire et donc, tout est bon à prendre. Peu importe la solution que vous trouvez, si elle vous convient et si elle vous permet de vous assumer pleine et entière avec ces cicatrices ou en les ayant fait retirer, moi, je dis que c'est génial. Et après, pour terminer, je dirais juste que, effectivement, la vie est trop courte, je l'ai déjà dit. Plus vite, et ça, je sais que c'est facile à dire, mais plus vite on accepte un certain nombre de choses ou disons, acceptation peut mettre du temps, mais plus vite on fait ce que les gens nous conseillent, plus vite on arrivera à accepter et surtout plus vite on arrivera à prendre le dessus et à de nouveau se réinscrire dans la vie. Parce que le temps passe à une vitesse folle et c'est dommage de s'arrêter à une marque sur la peau. Et après, on peut aller très loin. Avec ça, il y a des gens qui ne supportent pas leur tache de rousseur. Oui, Et bien en sûr. fait, tout ça, je le minimise pas parce que ça peut être très, très important chez quelqu'un. Et donc, du coup, si ça a aussi Ouais. besoin d'une thérapie ou de quoi que ce soit, Oui, de il faut réalignement, tout ça se avec donner toutes les soi. moyens pour. Mm, Ouais, c'est ça. mm, mm, mm. Euh, et après, pour moi, ce que j'aurais envie qu'on garde de moi quand je serai bientôt plus là, c'est vraiment cette idée de faire en sorte que la relation soignant-soigné soit devenue quelque chose de un petit peu à l'anglo-saxonne, même si leur système est pas bon. Je trouve que la relation qu'ils ont, c'est-à-dire d'arriver à serrer fort dans ses bras un médecin parce que il a sauvé la vie de votre enfant ou parce que ça fait 15 ans que vous le connaissez et qu'il endure avec vous votre parcours, vos échecs, vos traitements. Euh, En France, c'est très rigide, on est encore très c'est compliqué et je pense que ça, c'est dommage parce qu'en fait, on peut pas s'empêcher. Moi, j'ai appris à l'école d'infirmière à ne pas tisser de liens avec les gens. Autant te dire que dans mon service, C'était on impossible de faire ça. pleurait mais oui, en fait, les patients étaient là pendant des mois, les familles étaient là parfois même pendant 1 année, parfois 1 année et demie. Quand il y avait des mises en bière, il y avait une partie de l'équipe qui y allait parce que c'était hors de question de laisser la famille faire ça tout seul. Mm. Il y avait des enterrements auxquels on a été assistés. Il y a eu des moments où on s'est retrouvés entre collègues pour boire un verre à la santé de notre petit patient qui avait pas réussi, son combat. À l'inverse, je reçois encore aujourd'hui des photos de rentrée des classes, d'enfants, pour qui ça a marché et de mamans qui me témoignent, un soutien et qui me disent: «C'est pas juste parce que c'est la vie et voilà», mais je voudrais que cette relation soignant-soigné, elle arrête d'être aussi, heu, formatée, aussi, Un peu froide. ouais. Mm. C'est ce qui est important dans tout ça, c'est l'humain et du coup, on a évolué quand même en 20 ans sur la psychologie, sur tout un tas de choses et je crois qu'il faut que ça prenne de plus en plus de place parce que plus vite, on a compris ces choses-là sur un patient chronique, hein, je te parle, hem, si on gère bien toute sa vie, toute Mm. sa globalité, Ouais, ouais, ouais. mieux il s'en sort, mieux il vit sa maladie, mieux il est inséré dans la société et en fait, la maladie prend moins de place. Ouais, bien sûr. L'important, c'est vraiment de penser humain et de penser: «Comment est-ce que je voudrais qu'on s'occupe de moi? Comment est-ce que je voudrais qu'on parle à mon enfant ou à mon» enfin Ouais, bien sûr. Et et puis la fin de vie, c'est voilà, c'est un sujet qui est très, très important, mais je crois, après avoir discuté avec le ministre hier, que malheureusement la profession médicale, n'est pas encore suffisamment prête
pour avancer sur ce sujet-là, mais Ouais, mais je tu vois, désespère pas. Il faudra ça, quelques c'est années, un mais message, je pense que ça peut être difficile à entendre pour certaines personnes et encore, je te le dis, moi, je ouais, retiens je sais. mon émotion aussi. Mais tu vois, on a perdu Amandine il y a là cet été. Je dis on parce que bah, elle avait rejoint toute l'équipe de Super Nana qui teste la lingerie, qui voulait vraiment faire avancer les choses justement pour avoir plus de confort au quotidien, puisqu'en fait, la lingerie aujourd'hui, c'est vraiment un dispositif de soins de confort pour Mm. vraiment améliorer son confort au quotidien. C'est pas juste des culottes comme ça. Et elle avait 23 ans et elle est décédée de son cancer de la peau. Et en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est quand quelqu'un t'annonce comme toi ou Amandine, je la connaissais plus, donc forcément, quand elle me l'a dit, ça m'a choquée. Quand elle te dit j'entre en soins palliatifs alors qu'elle a 23 ans, tu vois, Mm. ben, on n'a aucune éducation, je veux dire, en tant que citoyen, à qu'est-ce que tu réponds à ça? Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui t'annonce qu'il va mourir? Comment tu l'accompagnes? Quelles sont les bonnes choses à faire? Et tu vois, pour moi, ça, ce serait presque comme de l'éducation civique. Enfin, je ne sais pas comment Oui. expliquer. Et comme ça fait Mais peur, de toute façon, je tu suis vois, d'accord avec toi. Je pense et que même les ça gestes fait de peur. secours, il y a tout plein de choses qui Ouais. devraient Mais tu être vois, ça fait instruites peur. à l'école. Ça fait Euh, peur. Il y a des médecins, à partir du moment où là d'ailleurs, c'est clairement ce que m'a dit François hier, il y a des médecins, quand ils décident que leur patient arrête les thérapeutiques et passe en soins palliatifs, ne passe plus la porte de la chambre de ce malade. Parce qu'en fait, pour eux, la médecine s'est sauvée. À partir du moment où la mort a gagné, ils n'y arrivent pas. mais tu Donc vois, ça comment fait tu veux peur. que la Ouais. société Oui, je suis d'accord. Je soit suis d'accord. préparée pour ça si on n'a déjà pas des soignants Oui, mais tu vois, on a qui des le sont? associations de patients et de soignants. Enfin, il y a des choses qu'on peut faire pour aider l'hôpital aussi. Et moi, Mhm. j'estime aujourd'hui, tu vois, que bah, Wonder Woman est très dans le care, puisque la Ouais. médecine est dans le cure, et qu'on a du mal à pouvoir faire les deux. Bah, aujourd'hui, c'est peut-être à des initiatives comme Wonder Woman, comme des associations, d'être dans ce care et d'accompagner. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a aucune éducation civique, en fait, Ouais. et humaine, à accueillir le message de quelqu'un qui t'annonce ça. Et je trouve ça très difficile parce que du coup, tu as envie d'avoir un geste, tu as envie de réagir, mais tu sais pas quoi faire. Parce que ça fait peur et personne ne veut en parler, tu vois. Et ça, je Mm. trouve il y a plein de choses à faire aussi. Et moi, quand elle m'avait écrit ça, je ne savais pas trop comment réagir. Ben, toi, c'est pareil, quand j'ai vu ça sur tes stories et tout, je- tu réponds des choses positives pour encourager la personne et l'aider, mais je trouve qu'on ne sait pas quoi faire. Et ça manque parce que aujourd'hui, c'est ce dont toi, tu vas avoir besoin. Et comment on va pouvoir t'accompagner au mieux, tu vois. Alors justement, ça me permet de te demander où est-ce qu'on peut t'écrire et te contacter pour te soutenir, pour suivre peut-être ton saut en parachute ou je ne sais pas ce que tu vas vouloir Euh, faire. je pense que ce sera sur Instagram. Je vais essayer de partager un maximum de choses sur mon compte. Ouais, Euh, ça va être très dans l'air. de faire beaucoup plus de choses aussi par écrit parce que j'ai pas assez investi l'écrit sur ce compte et malheureusement il faut que je fasse ça. Donc je voudrais essayer de raconter mon histoire en utilisant des posts qui sont déjà là, qui datent de très longtemps et qui sont pas utiles à ce que parce que moi mon compte il existait depuis un certain temps, mais en fait il n'existait pas, hein. Je l'ai utilisé à partir du mois de mars. euh, pour essayer de faire entendre un petit peu ce que je faisais dans l'ombre. Euh, et Instagram, j'ai trouvé un réseau pour moi qui me correspond en termes. Enfin, j'accroche bien sur les façons de procéder avec ce truc-là. Donc ce sera là. Après, je suis assez ouverte. J'ai pas de problème à donner mon numéro de téléphone ou même à rencontrer des gens parfois qui habitent à côté de chez moi parce que je sens de la bienveillance et parce que je sens que ça peut être un moment riche en Non, fait, mais déjà, mets ton contact Instagram, comme ça, ils peuvent te contacter. Et surtout, si par ouais, exemple, ils sont malades, ils ont des questions, comment tu as pu gérer ci, ça, je pense que ça peut beaucoup leur apporter. complètement. Et puis, suivre tes aventures que tu vas vivre là et tout ce que tu as envie de faire avec tes amis. Et après, si je peux te déculpabiliser peut-être un petit peu par rapport à ton ami, je crois que dans ce genre d'annonce, il n'y a pas de mauvais comportement, il n'y a pas de mauvaise réaction. Euh, Parfois, les gens, sur le moment, peuvent être en colère de certaines attitudes, mais en réalité, tu arrives à prendre du recul derrière et à comprendre le mal-être de l'autre parce que lui aussi réceptionne une annonce qu'il doit gérer.
Alors peut-être que parfois on n'a pas le temps de se retrouver, de se recaler et d'être en phase au même moment, mais je pense pas qu'il y ait de mauvaises réactions. L'important, c'est d'être là, l'important, c'est déjà de l'écouter, de pas la laisser tomber, de pas l'ignorer, de pas la stigmatiser, tu vois? De pas la mettre de côté ou de pas se dire: «Ah parce qu'elle a le cancer, je vais plus l'appeler pour ça», alors que habituellement tu l'aurais fait. Bah, si habituellement tu l'aurais fait, fais-le, continue de le faire, en fait. Considère-la Oui, toi, comme ce une que tu veux personne dire, normale. c'est que même si on t'annonce: «Je vais en soins palliatifs», donc il faut bien comprendre, ça veut dire que la personne est en fin de vie, quel que soit son âge et que dans ce cas-là, il faut continuer à l'appeler, à lui dire les mêmes choses que d'habitude, à râler si Ouais, tu as envie de et râler si c'est parce pas que son tu devrais, bouger tempérament, sa place de heu parking. ouais, c'est ça, et si elle a besoin de temps ou si elle a besoin de solitude, en fait, elle décrochera pas, elle répondra pas. D'accord. Mais au moins toi, tu auras fait le geste, elle l'aura vu, et peut-être que sur un second temps, elle arrivera à te renvoyer un message et à te dire: «Bah, heu, ça m'a fait plaisir que tu me contactes, parce qu'il y en a plein d'autres qui ont pas osé le faire», ou enfin, Mmh. juste essayer de pas changer, ta façon d'être sous prétexte que, bah, ouais, il y a une chimio, il y a des soins palliatifs qui arrivent, il y a la personne en elle-même, d'un seul coup, elle est pas changée, elle est pas transformée, et Non, du bien coup, elle sûr. a besoin de garder ses repères, Oui, bien sûr. Mmh mh. quoi. Donc je pense pas qu'il y ait de mauvaises réactions. D'accord. Bah, je pense que c'est important aussi de parler de ça et je te remercie. C'est franchement, c'est un cadeau d'avoir pu faire cet enregistrement. J'aurais bien aimé qu'on le fasse plus tôt, mais voilà, on l'a fait là et c'est super. Et vraiment, tu es vraiment une personne exceptionnelle. J'aurais bien aimé te connaître plus tôt dans ma vie. Et Mais, c'est pas grave, on je trouve que c'est toujours chanceux de faire des rencontres comme ça. Elles arrivent jamais vraiment par hasard, donc donc voilà, bah, c'était comme ça. en tout cas, je suis vraiment très heureuse et puis, bah, je te remercie 1000 fois et je t'embrasse et surtout aussi, bah, je m'excuse auprès de tes amis qui ont mangé tout seul. Et puis, Il y a pas de souci. et puis on se dit à très vite et encore merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir accordé ce temps de parole parce que je te dis, j'ai eu des déceptions, donc c'est vraiment gentil à toi. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et merci de l'avoir écouté jusqu'ici. Si vous souhaitez témoigner vous-même ou suggérer le témoignage d'une femme résiliente que vous connaissez, contactez-moi sur Instagram Wounded Women officiel ou sur LinkedIn à mon profil Audrey Bouillet. Si vous aussi, vous pensez que ce sujet doit être porté haut et fort et connu de tous, alors mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Cela aidera le podcast à se faire connaître et donc aux femmes de trouver des réponses et à se sentir moins seules. N'oubliez pas que vous êtes forte et capable. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et pour ne rien rater des astuces, conseils et témoignages à venir, abonnez-vous.